Chers auditeurs, nous sommes de retour avec notre invité, Monsieur Dimitri Ongwa. Bonjour. Bonjour chérie. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Merci d'avoir pris du temps pour venir sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Numérique Actu et parler de votre parcours? Ok, je suis Dimitri Ongwa, ingénieur des travaux informatiques. Mon métier consiste principalement à créer des logiciels pour des organisations ou des particuliers. J'accumule déjà 7 ans d'expérience. Ça m'a permis de brasser pas mal de domaines, allant du monde des assurances, le monde religieux, la comptabilité et bien d'autres. À côté de ça, j'ai également une entreprise qui fait dans la mise à disposition des formateurs pour tous ceux qui veulent se faire former, par exemple, et qui n'ont pas de formateur. On fait également dans la mise en place du contenu pédagogique. À côté de ça aussi, j'anime aussi une communauté de développeurs reconnue par Google qui fait dans la promotion des technologies Google et open source. Et pour chuter par là, je suis également formateur et Fab Manager au Fab Lab Mwanda, qui est un laboratoire lancé par la Comilog en partenariat avec l'État gabonais pour former les jeunes, principalement de la ville et des alentours, au métier du numérique. Chers auditeurs, veuillez très bien vous installer confortablement et prendre de quoi noter parce que vous aurez plusieurs informations intéressantes au cours de cette émission. Notre sujet du jour, c'est les bonnes pratiques en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est ça. Donc, Monsieur Ongwa, qu'est-ce que vous avez remarqué en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau des populations? Ok. Avant de répondre directement à la question, je vais d'abord me permettre de un peu expliquer le fonctionnement des outils à base d'intelligence artificielle que nous utilisons au quotidien. Pour les créer, ces différents outils-là, prenons un peu l'image d'un enfant qui va à l'école et qui apprend des cours de mathématiques, d'histoire, de veille, de civisme, ainsi de suite. Lorsqu'il a appris ces leçons-là, on peut maintenant l'interroger pour voir s'il a bien compris ses leçons, ainsi de suite. Et lui, il se base sur tous les enseignements qu'il a reçus en classe pour pouvoir répondre. Et ce parallèle, on le retrouve lorsque on crée ces outils à base d'intelligence artificielle. Ce qui se passe derrière, c'est que à des programmes informatiques, on leur donne des livres qui ont trait à la science, à la médecine, au droit, au civisme, à l'histoire, à la culture générale, même aux conversations sur certains réseaux sociaux, des images, des vidéos, tout ça pour permettre à ce que ces programmes informatiques-là puissent comprendre comment nous, on réagit, puissent avoir une grosse base de connaissances. C'est après cette étape et après avoir aussi défini quelques règles en amont pour un peu respecter la morale aussi humaine, c'est après cette étape-là qu'on met à disposition maintenant du grand public. Et le grand public pourra maintenant interagir avec ces outils pour éditer, par exemple, ces photos, pour les rendre un peu plus professionnelles, pour avoir, par exemple, des résumés des réunions, pour avoir, par exemple, des synthèses de longs documents, ainsi de suite. Donc, pour revenir maintenant à la question, l'usage qui est fortement remarqué aujourd'hui, c'est que on fait confiance aveuglément à ces outils au point de donner parfois des données sensibles ou des données personnelles, ne sachant pas que ces données après sont enregistrées dans des serveurs et ces données seront utilisées plus tard pour entraîner encore ces programmes-là, pour les rendre encore plus performants. C'est pas une bonne pratique lorsque on ne contrôle pas la donnée et l'information qu'on décide de communiquer à ces outils. Là, on a parlé de l'état des lieux, de l'utilisation.
Et vous avez parlé de données sensibles qui peuvent être partagées. C'est ça. En termes de sensibilisation ou de conseils. Bon, on ne va pas parler de conseils tout de suite, mais on va surtout parler de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui devrait se faire? Parce que partager des données sensibles, ce n'est pas conforme. C'est ça. Prenons par exemple le cas d'un fonctionnaire, un agent public. Il peut être amené à manipuler des informations sensibles. Imaginons s'il doit trier dans une grosse base de données, par exemple d'actes civils, il veut retrouver une information précise. Donc, il va peut-être donner tout un lot de documents à un outil d'intelligence artificielle et lui demander de fouiller à l'intérieur pour trouver la date de naissance ou bien un nom d'une personne en particulier. Il aura sa réponse, mais derrière, le prix qu'il a payé, s'il faut dire ça comme ça, c'est d'avoir fourni plus d'informations à ces outils. Et du coup, ce qu'on va remarquer, c'est que ces données-là seront enregistrées, ce sont déjà des données sensibles, seront enregistrées dans des serveurs d'entreprises privées qui précisent très bien en bas que ces données seront utilisées pour entraîner leur modèle, pour entraîner leur outil, pour qu'ils soient plus performants. Ça déjà, on est dans un cas où ce n'est pas une donnée publique qui est censée être exposée à l'extérieur de l'organisation, qui se retrouve à l'extérieur dans des serveurs qu'on ne maîtrise pas, simplement parce que l'agent public ne savait pas que ce type de données, par exemple, il ne faut pas les partager, les communiquer à ces outils-là. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est important de, déjà, comme j'expliquais, de maîtriser comment ça fonctionne derrière et d'être plus averti sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire en fonction des responsabilités qu'on a et en fonction des données qu'on souhaite partager ou pas, ou rendre publiques ou pas. Parce que ça devient aussi un canal supplémentaire par lequel des données peuvent se retrouver exposées et peuvent se retrouver où il ne faut pas. Là, c'était par exemple pour des données sensibles, donc professionnelles, mais ça va aussi sur le côté personnel. Donc, on peut avoir des personnes qui, parce que c'est une application installée sur son téléphone, on se dit que ça ne sort pas. Donc, on prend des photos, envoie à l'outil pour avoir par exemple une photo un peu plus professionnelle, ainsi de suite. Mais pour travailler, ces photos ont été enregistrées quelque part. Ce sera également utilisé et ça peut apparaître quelque part où on ne maîtrise pas. Donc ici, l'appel, c'est aussi ça, c'est de dire qu'il faut choisir uniquement des informations que l'on ne souhaite pas voir exposée à l'extérieur. Donc, le choix de l'information à partager, c'est se dire si cette information vient à être exposée au grand jour, est-ce que ça nous cause du tort ou pas? C'est ce qui devrait normalement motiver notre décision vis-à-vis de l'information qu'on souhaite partager ou pas. Parlons de votre activité au Fab Lab. Oui. Comment vous faites pour que les populations soient sensibilisées ou qu'elles puissent comprendre ces bonnes pratiques? Ok. Au laboratoire, nous-mêmes, on commence par adopter ces technologies-là très tôt parce qu'on a assez de recul pour expérimenter, voir les avantages et les inconvénients qui peuvent en découler. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on utilise ces outils-là au quotidien, on voit un peu les forces, les faiblesses et tout. Et une fois qu'on acquiert une bonne maîtrise, on peut procéder par exemple à des sensibilisations envers tous ceux qui fréquentent le laboratoire pour leur dire tel outil, voici comment il faudra l'utiliser et voici comment il faudrait surtout pas l'utiliser. Sur nos réseaux sociaux, on peut véhiculer des messages. On organise également des ateliers pratiques où on montre concrètement des manipulations, on fait des tests ensemble pour voir concrètement les conséquences qui peuvent en découler. Donc, c'est un peu ça. Nous, on se positionne comme testeur déjà pour notre cible, pour déjà maîtriser et contrôler, et ensuite maintenant venir véhiculer le bon message. Donc, ça, c'est par le canal de la sensibilisation. Par un autre canal, c'est aussi la formation. La formation dans le sens où
on peut déjà être au courant de ce qui existe, mais on veut savoir l'utiliser à bon escient. Et tout de suite, les formations ne sont pas déjà disponibles, mais au laboratoire, on se permet de justement créer des petits modules de formation, d'initiation rapide, pour permettre aux gens d'utiliser tous ces outils-là en toute connaissance de cause. D'accord. Et comment les populations reçoivent toutes ces informations et ces formations? Ok, une précision déjà qu'il faut mentionner, c'est que le Fab Lab Mwanda, c'est un laboratoire RSE qui a pour vocation d'aider la population. Et voilà pourquoi tout ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est gratuit. Donc, ça, c'est déjà un premier élément qui stimule les populations locales à s'intéresser aux activités liées au numérique. Et du coup, lorsqu'elles arrivent, il y a plusieurs challenges. La barrière déjà au niveau de la culturation numérique. Parfois, ce qu'on veut véhiculer est avancé par rapport à la cible. Donc, ce qu'on fait, c'est pour démystifier ça, on passe d'abord par des prérequis qu'il faut avoir sur la manipulation de l'ordinateur, sur la navigation sur Internet, la prise en main et la bonne utilisation des réseaux sociaux et de son smartphone de manière générale. Et ce n'est qu'après ça qu'on arrive maintenant à véhiculer le message qu'on veut véhiculer. C'est en testant cette approche qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait impacter davantage de personnes, intéresser davantage de personnes, et ça augmente notre surface d'impact. Pour la suite, quels sont exactement les risques que courent les personnes en fait qui ne comprennent pas les bonnes pratiques? Déjà comme risque qui est, on va dire, récent, ça date quand même de juillet 2025, il y a eu des conversations qui étaient censées être privées entre l'utilisateur et par exemple ChatGPT, qui se sont retrouvées dans des résultats de moteurs de recherche. On parle là de pratiquement 100 000 conversations. Ce sont des personnes qui discutaient avec l'agent conversationnel et du jour au lendemain, la conversation apparaît sur les moteurs de recherche. Donc le premier risque, c'est déjà ça. Voire par accident, parce que ce ne sont pas des choses que l'on souhaite forcément. Et au passage, l'erreur a été corrigée aussi rapidement. Le premier risque, c'est ça, c'est de voir ces données ou bien ces conversations ou bien des informations qu'on a confiées parce qu'on voulait un travail se retrouver maintenant exposées au grand jour. Voilà pourquoi je disais en amont que on doit choisir les informations que on partage à ces outils-là et se poser la question de savoir si cette information vient à être divulguée par quelque moyen que ce soit, est-ce que ça me causera du tort? Est-ce que ça causera du tort à l'organisation? Si la question c'est oui, bon, tout à l'heure je partagerai quelques trucs et astuces pour éviter que ça n'arrive. Voilà. Maintenant, si la réponse est non, bon, après on peut partager. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est voir ces informations être utilisées pour l'entraînement de ces outils conversationnels. En amont, j'expliquais que pour que ces outils-là puissent être efficaces, on les entraîne d'abord sur un gros volume d'informations. Et lorsqu'on leur a déjà donné des livres sur l'histoire, la géographie, la science, etc., et qu'il n'y a plus de données disponibles, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne maintenant sur les données que fournissent les utilisateurs. Donc, toutes les conversations que l'on donne là sont maintenant réutilisées pour entraîner encore ces outils conversationnels là pour qu'ils soient de plus en plus performants. Donc, lorsqu'on donne nos informations par le canal des discussions que l'on a, ces données-là sont collectées et sont encore réinjectées dans le système pour entraîner encore ces outils. Et du coup, peut-être qu'une information qu'on a donnée en toute innocence peut se retrouver dans le processus d'entraînement et sortir dans une réponse à un autre utilisateur. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai partagé une information parce que je voulais un rapport, mais demain, quelqu'un demande une information qui est proche de ce que moi j'ai donné comme information et se verra servir maintenant l'information que moi j'ai donnée un peu plus tôt. Donc ce sont ces risques-là qu'il faut vraiment contrôler. Et vraiment, lorsque ça n'arrive pas
bon, on dit que ça va. On se rend vraiment compte de la réalité des choses lorsque, bon, un scandale est rapidement apparu et c'est souvent difficile de rattraper le coup. Et quelle est la différence qu'on peut faire en termes de risque entre le milieu professionnel et la vie privée? D'accord. Bon, lorsqu'on est une personne lambda, on se dit que, bon, on n'a pas grand-chose à cacher. Mais lorsqu'on est, par exemple, une personnalité publique qui a, par exemple, une équipe qui gère, par exemple, soit sa notoriété sur les réseaux sociaux, sa visibilité, ainsi de suite, parfois, l'équipe peut, pour des besoins de productivité, utiliser par exemple des rapports des réunions, ainsi de suite, pour préparer des documents et donc fournir ces informations, par exemple à ChatGPT, les outils similaires. Et ces informations-là seront sauvegardées et pourront accidentellement apparaître ailleurs. Ça peut causer du tort lorsqu'on a une image publique à préserver. Lorsqu'on est une entreprise, ça peut être des chiffres, par exemple, qui sont publiés comme ça, qui peuvent être utilisés aussi par les concurrents, par exemple. Par les concurrents. Et on perd en compétitivité. Donc, c'est lorsqu'on est dans des domaines sensibles, c'est vraiment faire attention à ces éléments-là. Donc, en termes de vie privée, lorsqu'on a une notoriété à préserver, c'est de faire attention à ça. Soit soi-même, quand on discute avec ça, soit sensibiliser aussi l'équipe qui nous permet justement de gérer notre notoriété. Et maintenant, quand on est une entreprise, éviter de donner gratuitement, j'ai envie de dire comme ça, des informations à la concurrence. Voilà. On sait que les entreprises font de la veille concurrentielle pour voir un peu comment se porte le marché, comment les concurrents évoluent. Donc, les mots-clés sont souvent similaires et parfois on a souvent les mêmes résultats. On ne parle pas là des résultats de simples moteurs de recherche qui se basent sur des rapports publics. Là, on parle d'une information qui peut transiter d'un concurrent à un autre parce qu'on n'a pas utilisé des bonnes pratiques lorsque on travaille. Et maintenant, en parlant de ces bonnes pratiques, qu'est-ce que nos auditeurs doivent retenir? Ok, en parlant de bonnes pratiques, si on a déjà compris le principe de fonctionnement de ces outils-là, donc comment on les met en place, on comprend rapidement qu'il ne faut pas communiquer des informations sensibles ou personnelles. Maintenant, on ne peut pas aussi dire de ne pas utiliser ces outils. Maintenant, comment alors faire? Il y a une pratique qui consiste à anonymiser les documents ou bien les conversations. Au lieu de dire, par exemple, je suis l'entreprise Facebook, voilà, et voici une réunion qui était avec monsieur Albert et madame Albertine, on peut dire, bon, voilà, je suis une entreprise X, voilà, et là, par exemple, tu as le compte rendu de monsieur Toto et madame Tata, voilà, pas forcément mettre les vrais noms d'entreprise, de nom et tout. Rester générique. Voilà. Donc, si on lui donne des informations comme ça, même si ça vient à sortir hors des systèmes, ça va arriver et ce sera toujours anonymisé. On ne saura pas que, bon, tel rapport ou telle information provient de telle ou telle entreprise. Donc, rendre déjà les informations anonymes. Donc, pas simplement faire que lorsqu'on nous a donné tout un document, sans même consulter, on transfère directement. Ce qu'on fait, c'est d'abord un travail d'édition. Les noms personnels, on les retire, on les remplace par des noms génériques ou factices. Les noms des organisations, on les retire, on les met, voilà. Ça peut même aller plus loin si, par exemple, on veut envoyer, par exemple, des produits, une liste de produits, voilà. Au lieu de mettre, par exemple, les vrais libellés, on peut d'abord retirer les libellés là, mettre des libellés génériques qu'on saura retrouver plus tard lorsqu'on aura le bilan que l'on souhaite. Là, maintenant, en fonction du niveau de sensibilité dont on parle, il faut aussi avoir des mesures aussi très, très, très strictes à ce niveau-là. Ça, on va dire, c'est plus pour les organisations. Maintenant, à titre personnel, c'est juste faire le choix. Si c'est vraiment indispensable de communiquer cette information, bon, il faut la communiquer pour avoir un résultat très précis. Mais à titre personnel, si c'est vraiment à titre personnel, adopter également cette approche-là de ne pas mettre son propre nom.
Voilà. Moi, par exemple, Dimitri Ongwa, je ne vais pas dire moi-même Dimitri Ongwa, je peux me trouver une identité. C'est le résultat que j'aurai, c'est pas parce qu'il y a un autre nom qu'il sera moins pertinent, non. Lorsque moi, je vais récupérer, je vais simplement remplacer les libellés génériques là par les vraies informations. Ça, c'est le principe d'anonymisation. Donc, complètement rendre les informations sensibles anonymes pour éviter qu'en cas de fuite, ça ne se retourne contre nous. Un autre élément aussi, c'est éviter de délocaliser la charge de travail complètement. Ça veut dire quoi? ChatGPT et consorts, ce sont des assistants et il faut les utiliser en tant que tels. Un assistant, c'est pas celui qui fait tout le travail à ta place. Tu le guides, tu lui donnes des directives, il te produit un travail et tu fais le travail de synthèse finale. Ça veut dire que si on t'a produit un résultat, à toi maintenant de repasser, lire ligne par ligne maintenant et faire une synthèse. N'aie pas aussi hésité à utiliser plusieurs outils différents pour croiser finalement pour sortir un document de synthèse. C'est vraiment marqué en bas que ces outils-là peuvent faire des erreurs. Nous-mêmes, en laboratoire, on les a déjà aussi observées. Des erreurs factuelles qui ne sont pas perçues comme des erreurs par ces outils-là, mais pour nous, humains, ce sont des erreurs directes. Donc, il y a ça, l'anonymat, et puis également la vérification des sources, des informations qui sont fournies. À votre avis, comment les acteurs publics dans le gouvernement et ceux qui sont au privé peuvent accompagner les populations dans une utilisation éthique et responsable de l'intelligence artificielle? Déjà par le moyen le plus direct qui est la sensibilisation. Certains utilisent maladroitement ces outils par manque d'informations. Déjà, à travers cet exercice qu'on fait actuellement là, ça va édifier plus d'une personne. À côté de ça, avoir organisé des ateliers comme ça, ça peut être dans des établissements, comme ça peut être des routines en entreprise, un moment culture comme ça, où on partage des trucs et astuces, des choses à faire, à ne pas faire, aux collaborateurs, aux salariés, pour les édifier sur les bonnes pratiques. Donc, on a déjà ça. En entreprise, parfois, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des messages qui peuvent même être affichés, soit sur des lieux très fréquentés, soit directement dans l'ordinateur, les postes de travail, ou alors il y a des mails groupés qui peuvent souvent passer pour édifier et sensibiliser aussi des gens autour de ça. Maintenant, dans le domaine public, c'est d'avoir vraiment aussi un plan stratégique qui va dans ce sens-là. L'IA, de manière indubitable, est déjà dans notre quotidien. Donc, vu qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'ouvrir son ordinateur ou bien de prendre son téléphone pour pianoter et les utiliser, ce qu'on peut maintenant faire, c'est encadrer ça, c'est sensibiliser, c'est éduquer. Donc, c'est de mettre en place des programmes comme ça au niveau scolaire parce que nos plus jeunes sont très éveillés. Ils prennent en main ces outils-là très rapidement. Et dans les programmes scolaires, voir comment intégrer ça. Pour éviter que ça ne prenne trop de temps, ça peut être à travers l'enseignant qui lui-même on le forme et qui pourra, pendant ces séances de cours, véhiculer également ces messages comme ça pour sensibiliser, pour éduquer également d'autres à son niveau, à son échelle. Merci pour toutes ces informations et nous allons terminer par le mot de fin. D'accord, merci. Donc, ce que je peux donner dire comme mot de fin, c'est loin de moi l'idée d'interdire l'utilisation des outils à base d'intelligence artificielle. Mais ce que je veux, c'est qu'on évite d'être des utilisateurs passifs, mais plutôt des utilisateurs avertis, des utilisateurs éveillés, pour permettre un réveil de conscience et attirer l'attention d'autres personnes sur les informations qu'il faut partager et les informations qu'il ne faut surtout pas partager à ces outils basés sur des intelligences artificielles au risque d'observer nos données atterrir dans des endroits qu'on ne souhaite pas. Merci, Monsieur Dimitri, pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez vraiment pris note pour toutes ces informations. Nous vous disons à bientôt pour une nouvelle rubrique.